Mais il manque le ministre. Voilà. Mes chers collègues, la séance est reprise. Mes chers collègues, en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable, 31 voix pour et 2 voix contre, à la nomination de Madame Marie-Laure Denis à la présidence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'ordre du jour appelle la désignation des 23 membres de la commission d'enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050. En application de l'article 8 ter alinéa 5 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées et ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'1 heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution visant à condamner l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et à prévenir toute autre tentative d'agression et de violation de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, appelant à des sanctions envers l'Azerbaïdjan et demandant la garantie du droit au retour des populations arméniennes au Haut-Karabakh, présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution par M. Bruno Retailleau, M. Gilbert-Luc Devinaz et plusieurs de leurs collègues à la demande du groupe Les Républicains. Dans la discussion générale, la parole est au président Bruno Retailleau, auteur de la proposition de résolution, pour 10 minutes, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a plus d'un siècle, ces mots ont été prononcés tout près d'ici, c'était à la Sorbonne. C'était notre sœur d'Orient qui mourait. Elle mourait parce qu'elle était notre sœur. Elle mourait pour ce crime d'avoir partagé nos sentiments, d'avoir aimé ce que nous aimions, d'avoir pensé ce que nous pensions, d'avoir cru ce que nous croyons. Ces phrases si justes, si émouvantes, ont été prononcées quelques mois après le génocide arménien à la Sorbonne par Anatole France. C'était en avril 1916. Et aujourd'hui, ces phrases si belles, si émouvantes, ont malheureusement un écho, une résonance dans l'actualité avec le nettoyage ethnique qui a eu lieu dans le Haut-Karabakh il y a simplement quelques mois. Le Haut-Karabakh qui d'abord a été assiégé, coupé de la terre qui est sa mère, l'Arménie, et le Haut-Karabakh a vu sa population affamée. En quelques jours, en 3 jours exactement, plus de 120 000 personnes, femmes, enfants, hommes et vieillards, ont été jetés sur les routes d'un exode peut-être définitif. C'est une opération de nettoyage ethnique, évidemment, à n'en pas en douter. 3000 ans d'histoire, 3000 ans de présence arménienne sur cette terre, effacée en 3 jours seulement. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer cette résolution. Nous l'avons coécrit notamment avec Gilbert-Luc Devinaz, auquel je veux rendre hommage aussi ici. Et bien sûr, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est une résolution transpartisane, signée par l'ensemble des groupes de notre hémicycle. C'est suffisamment rare pour être souligné, pour dire peut-être aussi que derrière ce symbole, il y a une réalité, c'est que la cause arménienne est aussi une cause française. Et nous la portons, quelles que soient nos origines géographiques, quelles que soient nos origines partisanes. Bien sûr, nous avons voulu la déposer, Monsieur le Ministre, avec un objectif, c'est qu'avec d'autres collègues, nous nous sommes aperçus que, malheureusement, ce processus d'éradication pouvait être la première étape d'un autre processus, plus grave pour l'Arménie, avec une remise en cause de la souveraineté territoriale arménienne. Notre objectif, c'est de crier haut et fort notre opposition, c'est de dire que nous n'accepterons pas l'inacceptable, que nous n'admettrons pas l'inadmissible. Notre objectif, c'est de ne rien céder. Notre objectif, c'est de ne rien croire des mots de M. Aliyev. Parce que bien sûr, il programme vouloir la paix. Mais quand on connaît
Et désormais, nous savons, ces mots sont des mensonges. Comment peut-on le croire, lui qui a renié d'ailleurs sa propre signature? Je pense aux accords de cessez-le-feu au mois de novembre 2020, qui étaient des accords tripartites sous l'égide d'une Russie qui a joué, là encore, un double jeu. Comment peut-on croire alors que ces accords de cessez-le-feu prévoyaient la libre circulation à travers le couloir de Latchine des populations, entre le Haut-Karabakh notamment et puis l'Arménie? Ces accords de cessez-le-feu qui prévoyaient bien évidemment aucune violation de la souveraineté de la nation, de l'État d'Arménie, bien évidemment. Tout cela a été balayé totalement. Ce sont des mensonges. Camus avait une très très belle phrase. Camus avait écrit un jour: là où le mensonge prolifère, la tyrannie se perpétue. Il y a toujours eu dans notre histoire, dans le monde entier sur la planète, il y a toujours eu ce lien intrinsèque que d'ailleurs Solzhenitsyn aussi avait rappelé entre le mensonge et la tyrannie. Donc, mes chers collègues, je pense qu'on ne doit pas être dupe et on ne doit pas accepter le fait accompli. C'est grâce à ce mensonge d'ailleurs que M. Aliyev a berné en quelque sorte, et entre guillemets ce terme de berner, la communauté internationale. Parce qu'il avançait ses pions, mais certains ont été complaisants. Monsieur le ministre, vous étiez député au Parlement européen. Ici, nous avons tous désapprouvé le voyage de Mme von der Leyen qui est allée signer un accord gazier à Bakou. Et on sait parfaitement que cet accord gazier, en réalité, est le contournement des sanctions pourtant décidées par la communauté, par l'Union européenne vis-à-vis de la transgression, de l'agression, de la violence de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Donc on ne peut pas croire ce que dit M. Aliyev. On ne peut pas accréditer sa signature d'une quelconque vérité. Mais vous voyez, le régime de Bakou n'a pas de parole, mais il a un projet. Son projet, c'est le négationnisme, c'est l'expansionnisme. Le négationnisme, bien sûr, puisqu'il ne reconnaît pas le génocide, qu'une grande partie du monde aujourd'hui reconnaît, le génocide arménien de 1915, notamment. Mais il a fait pire, puisqu'il dit aujourd'hui, haut et fort, il affirme que la ville d'Yerevan a été volée par les Arméniens. Pire encore, il a baptisé la capitale Stepanakert du Haut-Karabakh des noms des génocidaires. Vous imaginez, des noms des génocidaires. Donc c'est le négationnisme. Mais là aussi, il y a un autre cousinage, au-delà de celui dont je vous parlais, entre la tyrannie et puis le mensonge. Ce cousinage, c'est les liens qu'entretiennent le négationnisme, mais aussi l'expansionnisme. Parce qu'il y a un projet. Ce projet, c'est de créer, avec l'aide de la Turquie, avec l'appui constant de la Turquie, de créer un espace commun néo-ottoman qui irait de la mer Égée à la mer Caspienne. D'où cette idée d'un couloir de Zangezur qui permettrait d'assurer une continuité territoriale pour cet espace-là. D'où aussi l'expression de M. Erdogan, lorsque M. Erdogan, parlant de ces deux pays, a cette affirmation: deux pays, mais une seule nation. Pouvez-vous penser, Monsieur le ministre, je sais que non, j'espère que non, que M. Aliyev s'arrêtera là? Évidemment. Il faut être extrêmement ferme, et je parlais de Mme von der Leyen qui s'est déshonorée. Beaucoup de nations occidentales se sont déshonorées. Je me félicite que la France ait été une des rares nations à protester, peut-être timidement, sans doute tardivement. Mais le président de la République s'est manifesté. Et je suis prêt à le reconnaître, je le dis d'autant plus à cette tribune que, en règle générale, je ne suis pas un opposant plutôt complaisant vis-à-vis de ce président de la République. Je souhaite simplement que cette fermeté, cette détermination, Monsieur le ministre, elle soit durable et totale. Qu'elle soit totale et qu'elle s'exerce sur chaque violation de l'Azerbaïdjan. Même si c'est un État qui dispose de pétrole, de gaz, d'une forme de richesse dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais ce que je souhaite, c'est que toutes les violations puissent être punies. Et c'est ce que demande la résolution que nous avons co-rédigée avec mon collègue Gilbert Luc Devinaz. Violation sur le droit de la guerre,
pour les 44 jours, violation droits de l'homme, le droit au juste retour des populations arméniennes, violation aussi vis-à-vis des dirigeants, puisque vous savez que les dirigeants politiques, aujourd'hui, du Haut-Karabakh, sont détenus dans les geôles de Bakou. Ils doivent être libérés. Une voix française doit porter aussi ce message de libération. On ne peut pas l'accepter. Violation aussi vis-à-vis de cette civilisation, de cette culture, parce que là encore, il y a un trait commun à tous les régimes autocratiques, totalitaires. C'est qu'on s'en prend bien sûr à la présence humaine. On s'en prend jusqu'à la trace de la présence humaine, jusqu'à la culture. Et ce que nous demandons bien sûr solennellement, notamment pour l'UNESCO, qui a son siège ici à Paris, et dont la directrice générale d'ailleurs a été une ministre de la Culture française, c'est que l'UNESCO dépêche pour qu'une délégation d'experts internationaux pour vérifier, pour contrôler justement l'état de ce patrimoine, qui est un patrimoine multiséculaire, multimillénaire, monsieur le ministre, qui appartient pas seulement à la nation arménienne, mais à l'humanité tout entière. J'espère du reste, dans ce gouvernement, je l'imagine bien volontiers, que la ministre de la Culture aura à cœur de ne pas ménager ses efforts pour encourager l'UNESCO précisément à faire son travail. C'est fondamental. Voilà, parce que je parlais tout à l'heure de détermination et de fermeté. Elle doit être durable, elle doit être totale, parce que ce qui se joue dans le Caucase, c'est ce combat toujours renouvelé de Goliath et de David, de la violence, de la brutalité contre la loi, des nations contre des empires, de la démocratie contre les démocratures. Voilà ce qui se joue. Ce qui se joue aussi, c'est à travers l'existence d'une petite nation, petite par le nombre, mais grande par la culture, grande parce qu'elle nous a apporté, nous ici en France, avec la diaspora arménienne. Ce qui se joue, c'est qu'à travers cette nation, c'est une culture, c'est une civilisation qui porte quelque chose qui est plus grande qu'elle-même, parce que ce qu'elle porte aussi, c'est une part de nous-mêmes. C'est un éclat de ce que nous sommes aussi, et peut-être l'une des meilleures parts. Mes chers collègues, merci de soutenir cette résolution pour l'Arménie, mais aussi pour ces liens multiséculaires qui nous unissent à ce grand peuple et à cette belle nation courageuse. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est désormais à Madame Boyer pour le groupe Les Républicains pour 7 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, après l'offensive éclair des forces de l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, pour la première fois depuis plus de 2000 ans, la quasi-totalité des habitants de la République d'Artsakh a fui l'Arménie. Les seuls qui restent sont dans leurs tombes qui sont alors profanées dans des mises en scène absolument odieuses et lamentables, sans aucune protestation de la communauté internationale. Cet exode vécu comme une nouvelle tragédie par tous les Arméniens s'inscrit dans le conflit séculaire marqué par le génocide de 1915, mais cette tragédie aurait pu être évitée. Le New York Times a récemment écrit à propos de ce drame que presque personne ne l'avait vu venir. Mais quelle hypocrisie, quelle contre-vérité. Les Arméniens, ainsi que ceux qui, comme nous, ici dans cet hémicycle, ou celui de l'Assemblée nationale, ont suivi le conflit, ont prévenu depuis longtemps que cela arriverait, que c'était même le projet que l'Azerbaïdjan et la Turquie avaient en tête. Pas une année, je n'ai cessé à vos côtés ou aux côtés des députés et des sénateurs d'alerter sur ce massacre annoncé. Nous connaissons tous la situation géopolitique de cette région qui vit avec les attaques, les résolutions, les négociations qui s'enlisent depuis des dizaines d'années. Nous avons tous vu le conflit que certains croyaient gelé regagner de vigueur en 2020. Nous y avons vu l'escalade dans la solitude et l'indifférence pour les Arméniens et aujourd'hui nous voyons le drame qui se joue dans le Caucase. Nous l'avions d'ailleurs fait notamment à l'occasion de nos résolutions pour l'Arménie et l'Artsakh en novembre 2020 et en 2022 dans ce même hémicycle. Je veux saluer et remercier l'engagement exceptionnel du président Larcher dans le processus d'adoption de ces résolutions. Je voudrais aussi souligner l'investissement de notre ancien président, Christian Combon, du président du groupe d'amitié France-Arménie, Gilbert Luc de Vinaz, à qui je veux rendre hommage, des présidents de l'ensemble des groupes et en premier lieu, bien sûr, Bruno Retailleau, qui s'est investi personnellement avec beaucoup d'énergie, de courage, de conviction. Le 7 juillet 1923, naissait la République autonome d'Artsakh, peuplée essentiellement d'Arméniens chrétiens,
au sein de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, dont la population était principalement azérie, turcophone et chiite. Un siècle plus tard, le 28 septembre 2023, les dirigeants d'Artsakh annonçaient la dissolution de l'entité indépendante de fait depuis 1991 avant d'être arrêtés par les forces azerbaïdjanaises. Pourtant, à l'été 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Bakou afin de signer un honteux accord gazier sur la livraison du gaz de l'Azerbaïdjan à l'Europe. Dès lors, elle a plusieurs fois loué le pays comme un partenaire énergétique fiable de l'Union européenne. Quelle déroute morale, quelle honte et quelle infamie pour l'Europe et tous les pays qui l'ont soutenue. Quelques mois plus tard, encouragé par ce soutien, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque non sur le Haut-Karabakh, mais sur plusieurs zones de l'intérieur même de l'Arménie, du territoire souverain de l'Arménie, pays reconnu par la communauté internationale avec des frontières bien définies. Depuis, l'Azerbaïdjan occupe plus de 100 km² de territoire incontesté et internationalement reconnu. En décembre 2022, l'Azerbaïdjan a imposé un blocus sur le couloir de Latchine, l'unique passage entre l'Artsakh et l'Arménie. En février 2023, la Cour internationale de justice de La Haye a émis une ordonnance contraignante selon laquelle l'Azerbaïdjan devait immédiatement permettre la libre circulation des personnes et des marchandises dans le couloir. L'Azerbaïdjan l'a ignoré, méprisé. Pendant l'été 2023, la situation a empiré pour les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh avec de graves pénuries de nourriture, de combustible et de médicaments. La malnutrition a sévi et la situation est devenue si critique que plusieurs organisations ont mis en garde contre un possible génocide par la faim et par le manque de soins. Et en août 2023, Luis Moreno Ocampo, ancien procureur de la Cour pénale internationale, a déclaré que les gisements de l'Azerbaïdjan devaient être considérés comme un génocide au regard des conventions sur le génocide. Pendant les plus de 9 mois qu'a duré le blocus, plusieurs dirigeants l'ont condamné et demandé à l'Azerbaïdjan de le lever. J'ai encore les images en tête de notre président Bruno Retailleau, sur place, aux côtés de plusieurs élus et de camions humanitaires bloqués par les forces azerbaïdjanaises aux portes de l'Artsakh. Mais contrairement à nos demandes, il n'y a eu ni sanctions, ni même le commencement de menaces de sanctions. Là encore, quelle déroute morale. Le gouvernement azéri a bien retenu le message. Oui, il est possible de provoquer une crise humanitaire envers plus de 100 000 personnes, jusqu'à frôler le génocide sans rien subir, d'autre que des communiqués de presse timides des instances internationales. Oui, il est possible de pratiquer la diplomatie du chantage. Oui, il est possible d'être un État corrupteur et corrompu. Tout est possible et tout se passe bien. Ce qui est valable à juste titre pour l'Ukraine, malheureusement, ne l'a jamais été pour l'Arménie. Et nous savons tous, les mots n'ont jamais suffi à stopper les plans agressifs, génocidaires des barbares des États autoritaires. Des mesures beaucoup plus fermes étaient et seront nécessaires. L'Azerbaïdjan considère qu'elle n'a jamais forcé les populations à fuir, mais ces exodes massifs et expéditifs s'expliquent par la crainte justifiée de vivre sous le régime autocratique d'Ilham Aliyev, dont la famille règne à Bakou depuis 1993. Par un dictateur qui n'a jamais caché ses intentions génocidaires. Après le blocus du corridor de Latchine, éprouvé des populations locales, les bombardements, avec des armes non conventionnelles d'ailleurs, quel choix avait-il si ce n'est la fuite, la prison ou la mort, la valise ou le cercueil, parfois même emportant leur cercueil de peur qu'il soit profané. Voilà désormais l'Arménie avec la lourde tâche d'accueillir seule, de soigner, de rassurer 100 000 personnes ayant quitté leur pays, leur terre, leur foyer dans une indifférence presque générale, après avoir vécu le pire. Et je tiens à évoquer ici la mémoire des prisonniers torturés. Et je voudrais avoir une pensée pour Anouch Apetian, violée, démembrée, filmée, dont personne n'a parlé. Je n'ai pas vu d'association féministe pour parler du sort de cette femme et d'autres dans l'indifférence encore. Dans ce contexte, alors qu'il cherchait à se rendre en Arménie, Ruben Vardayan, humanitaire arménien et ancien ministre d'État, a été illégalement arrêté. Il fait partie des derniers habitants d'Artsakh récemment arrêtés de manière arbitraire pour des raisons politiques et détenus illégalement. C'est également le cas de 3 anciens présidents, et je veux citer Araïk Aratournian, Bako Saxian, Araki Goutsian, mais aussi d'autres hommes politiques comme David Babayan, Levon Martikassian, David Ichkanian et David Manoukian. De plus, de nombreux autres Arméniens continuent d'être illégalement détenus dans les geôles de Bakou. Le peu d'informations accessibles sur leur état de santé et leur bien-être est profondément inquiétant. On sait qu'ils subissent tortures et menaces.
Ces personnes sont détenues en violation flagrante du droit international. Les conditions de leur détention sont particulièrement préoccupantes. Il faut conclure, Madame Boyer. Chaque jour compte pour la vie de ces prisonniers. Je voudrais aussi insister sur les destructions des monuments et j'espère que la France interviendra pour les défendre. Et à l'heure où nous allons célébrer l'entrée au Panthéon de Manouchian, à l'heure où nous allons célébrer aussi le centenaire de Charles Aznavour, la France doit être encore au rendez-vous et surtout emmener avec elle la communauté internationale. Merci de voter cette résolution. Merci beaucoup, Madame Boyer. La parole est désormais à Stéphane Ravier pour le groupe des non-inscrits pour 3 minutes. Monsieur Ravier. Monsieur Ravier, voilà, qu'il puisse. Merci beaucoup. Sinon, c'est de l'obstruction. Involontaire. Monsieur Ravier, pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec Bakou, nous partageons les mêmes valeurs et l'énergie n'est que l'un des domaines dans lesquels nous pouvons renforcer notre coopération avec l'Azerbaïdjan et j'ai hâte d'exploiter tout le potentiel de notre relation. Voilà des propos insupportables que la France aurait dû dénoncer. Ça aurait pu être ceux de votre collègue ministre de la Culture, Madame Dati, qui siège dans des associations affiliées à l'Azerbaïdjan. Mais ce sont ceux de la présidente de votre Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. L'an dernier, par sa faute, le contribuable européen a versé près de 16 milliards d'euros à l'Azerbaïdjan en vertu d'un contrat gazier signé en 2021 avec un autocrate qui, à l'époque déjà, avait le sang de 6 000 Arméniens sur les mains. Il y a 10 jours, les montagnes d'Artsakh sont restées silencieuses. Les cloches des églises n'ont pas tinté durant la nuit de Noël, comme elles le faisaient pourtant depuis 1700 ans. Une épuration ethnique, culturelle et religieuse a eu lieu. 120 000 Arméniens d'Artsakh ont été déplacés, laissant derrière eux leurs maisons, leurs cimetières, leurs montagnes, leurs terres. Ils ont été chassés comme des chiens, comme l'avait promis Aliyev. Depuis 2016 déjà, des graves heurts se succédaient aux frontières d'Artsakh et d'Arménie sans aucune réaction de notre part. En 2020, nous avons laissé passer la première agression armée massive de l'Azerbaïdjan. Puis, impunis et même promus au rang de partenaires, ils ont bloqué le corridor de Latchine en 2022 sans que qui que ce soit n'ait eu la volonté de débloquer la situation. Personne n'a finalement été surpris de voir Aliyev envahir l'Artsakh en 2023 et le 1er janvier de cette année 2024, la République d'Artsakh a finalement cessé d'exister et notre gouvernement, malgré un timide soutien de dernier instant à l'Arménie, semble avoir accepté cet Anschluss. En décembre 2022, Aliyev, le complice et bras armé du sultan Erdogan, ne cachait déjà pas son but ultime en affirmant « Aujourd'hui, l'Arménie est notre territoire ». La suite de l'engrenage mortel est l'ouverture du corridor de Zandzegour entre l'Azerbaïdjan et Nakhitchevan, qui n'est rien d'autre que l'invasion du Sud-Arménie. En découlera l'isolement de l'Arménie dans les taupes pan-turcs et l'affaiblissement arménien avant sa disparition finale. Plus nous attendons, plus nous la rendons inéluctable. C'est pourquoi la France doit boycotter la COP21 à Bakou, prévue en décembre, et interrompre officiellement le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les signaux diplomatiques doivent être clairs en attendant de rompre les contrats gaziers et d'afficher un soutien inconditionnel à l'Arménie, comme nous le faisons par ailleurs à l'Ukraine. Cette terre arménienne, Monsieur le Ministre, je vous en ai rapporté un peu de mon voyage. Je l'ai ramassé dans un trou d'obus. Les envahisseurs azerbaïdjanais avaient bombardé la périphérie d'un village situé non loin de Goris. Un verger planté par les bénévoles de SOS Chrétiens d'Orient, à qui je veux rendre hommage ici, avait été la cible également de cette attaque et un bombardement qui avait fait de nombreuses victimes parmi les civils arméniens. Cette terre arménienne, Monsieur le Ministre, terre chrétienne, martyre, il ne tient qu'à vous qu'elle ne soit plus maculée d'éclats d'obus, de larmes et de sang. Merci, Monsieur Ravier. La parole est désormais à Monsieur Pierre-Jean Rochette du groupe Les Indépendants pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre Séjourné, mes chers collègues, en pleine période des vœux, on peut dire que 2024 commence sous de tragiques auspices. La guerre entre Israël et le Hamas se poursuit. Elle pourrait conduire à un embrasement de la région. La guerre de l'agression
La guerre d'agression de la Russie de Poutine livrée à l'Ukraine ne faiblit pas non plus, malgré la résistance héroïque du peuple ukrainien. L'incertitude du soutien international fait redouter une victoire de la Russie. Elle serait un drame pour les nations démocratiques. Les élections américaines risquent de fragiliser encore davantage la paix mondiale. Aucun pays ne dispose plus des moyens de préserver la paix. Ce morcellement des puissances semble raviver les conflits. Cette succession de guerres ne doit pas nous faire oublier celle qui a été menée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie pour le contrôle du Haut-Karabakh. En 2020, une première agression de l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, s'est achevée par un accord de cessez-le-feu sous l'égide russe. Alors que la Russie s'est embourbée en Ukraine, l'Azerbaïdjan a repris l'offensive en 2023 pour prendre le contrôle total du Haut-Karabakh, conduisant à l'exode des populations. Ces actions contreviennent gravement au droit international. Nous ne pouvons que les condamner. Malheureusement, l'Europe n'a pas encore su faire entendre sa voix ni assurer la paix. Alors que les conflits continuent de proliférer, nous devons lutter pour défendre nos valeurs et nos principes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le multilatéralisme, la recherche de solutions négociées ne doivent pas devenir des vœux pieux. Ces valeurs sont au fondement d'un ordre international qui favorise la discussion plutôt que la coercition. Sans elles, il ne reste plus que le rapport de force. Bien sûr, l'Europe doit tenir compte de ses propres intérêts. La guerre en Ukraine et le soutien que nous apportons à Kiev mettent en exergue nos vulnérabilités, notamment énergétiques. Avec moins de gaz russe, nous avons besoin du gaz azerbaïdjanais. Mais cela ne doit nous contraindre ni au silence ni à l'inaction. Aujourd'hui, comme hier, nos compatriotes ont montré qu'ils sont déterminés à contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays et à renforcer notre indépendance. Collectivement, nous sommes parvenus à réduire nos consommations énergétiques primaires. Voilà 4 ans que nous consommons moins qu'en 2019. C'est autant d'argent de moins pour les forces de l'obscurantisme. Nous voulons nous donner les moyens de peser sur le cours de l'histoire. Nous devons bâtir maintenant notre autonomie stratégique. Nous ne devons pas reconnaître le résultat du coup de force de l'Azerbaïdjan. L'Arménie vit toujours sous la menace. Les regards se portent vers la région du Siounie, qui fait figure de nouvelle cible. L'Azerbaïdjan pourrait tenter de s'y créer une force de continuité territoriale. Nous devons absolument éviter que de nouvelles atteintes ne soient portées à l'intégrité territoriale de l'Arménie. À cet égard, nous tenons à saluer l'action du gouvernement qui s'est notamment traduite par la livraison de matériel de défense. La proposition de résolution que nous examinons cet après-midi et qui a pour but de permettre à notre Assemblée de s'exprimer sur cette condamnation doit être unanime. Et je rejoins d'ailleurs le président Retailleau dans les propos qu'il a tenus et je m'y associe. Cette résolution vise aussi à appeler à mieux protéger l'Arménie contre les menaces qui pèsent sur elle. Elle entend enfin permettre le retour des populations et la préservation du patrimoine culturel inestimable du Haut-Karabakh. Plus que jamais, il est indispensable que l'Union européenne s'implique dans la résolution de ce conflit. L'Arménie ne doit pas être abandonnée. Nous le disons avec force et vigueur. Le groupe Les Indépendants soutiendra bien évidemment l'adoption de cette résolution. Et ensemble, je souhaite que l'Arménie retrouve son intégrité et sa liberté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rochette. La parole est désormais à Monsieur Philippe Folliot pour le groupe Union Centriste pour 8 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative du président Retailleau et du président Devinaz de nous permettre de pouvoir parler aujourd'hui de ce sujet qui est un sujet éminemment important et éminemment essentiel. Avec un caractère quand même qui est
tout à fait notable, c'est que c'est une initiative totalement transpartisane puisque l'ensemble des présidents de groupe se sont associés à cette initiative et ceci honore le Sénat et marque à certains égards la spécificité peut-être du Sénat. Je voulais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Ainsi s'exprimait le général de Gaulle en 1941 quand il allait vers la Syrie. Assurément, c'est compliqué. Et la situation dans le Caucase est compliquée, historiquement compliquée. Parce que cette région s'est trouvée à la... comment dire à l'interférence, à la confluence, à l'endroit où se retrouvaient trois empires historiques, l'empire russe, l'empire ottoman, l'empire perse. Et il y a eu incessamment au cours de l'histoire des mouvements de population avec tout ce que cela comporte. La révolution soviétique et la création d'un État de Transcaucasie et puis ensuite la division en trois entités, donc Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, avec des sous-entités, n'a pas manqué de compliquer les choses. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui en fait l'héritage d'une histoire et d'une histoire difficile, d'une histoire compliquée. Par rapport à cela, je crois que nous devons aussi avoir en mémoire que, somme toute, tout n'est pas blanc d'un côté, tout n'est pas noir de l'autre. Il y a eu des transferts de population forcés dans un sens comme dans un autre au niveau de la profondeur historique des choses. Mais par contre, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, par rapport aux événements les plus récents, bien sûr, il y a tout ce qui a trait au droit international, l'intangibilité des frontières, le respect de l'intégrité territoriale. Il y a aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y avait un accord qui était un accord international. L'Azerbaïdjan a décidé, somme toute, d'aller à l'encontre de cet accord international, donc pour pouvoir arriver à ses fins, donc recouvrer l'intégralité de son territoire au mépris de ces accords. Pour autant, dans cette affaire, à quoi nous devons faire face ? Nous devons faire face tout d'abord à quelque chose qui se répète malheureusement assez régulièrement dans les affaires internationales aujourd'hui, c'est que quand nous avons un puissant à côté d'un faible, le puissant s'assoit sur le droit international, s'assoit sur les accords pour imposer son point de vue. C'est ce qui se passe en Ukraine au travers de l'action menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais aussi, il y a d'autres endroits à travers le monde où il y a des signaux qui sont des signaux inquiétants. Monsieur le ministre, la semaine dernière, avec un de mes collègues, François Bonneau, nous étions au Guyana et dans la province de l'Essequibo, pour laquelle nous avons un autocrate, là aussi, qui est monsieur Maduro, qui veut essayer de lancer une opération spéciale contre un pays indépendant aux frontières internationalement reconnues, qui est le Guyana. Et par rapport à cela, nous avons cette triste répétition d'un certain nombre d'enjeux et d'un certain nombre de choses. Donc, pour ce qui a trait donc, à la situation spécifique du Haut-Karabakh, il y a donc une situation qui est une situation humanitaire tout d'abord, et ce en quoi la France doit s'engager, monsieur le ministre, c'est d'une part de demander la libération de tous les prisonniers politiques qu'il y a et que l'Azerbaïdjan retient, donc issus donc, de l'ex-république autonome du Haut-Karabakh, et notamment les anciens dirigeants de celle-ci. Il y a un deuxième enjeu, et plusieurs l'ont souligné, qui est l'enjeu culturel, historique, parce qu'il y a des précédents de la volonté et de l'action menée par l'Azerbaïdjan pour essayer d'engager des actions pour effacer la mémoire.
Cela a été dit, a été souligné. Et donc, la meilleure façon de stopper cela, même si on sait qu'il sera évidemment et a priori très difficile de demander et d'avoir la possibilité pour les Arméniens de revenir s'installer, puisque sur les 120 000 personnes qui vivaient au Haut-Karabakh, 100 000 ont fui, il ne reste plus que 20 000 personnes, eh bien, c'est qu'il y ait cette action menée par l'UNESCO pour faire un inventaire de tous les biens historiques, certains multiséculaires, pour faire de telle sorte qu'ils puissent être protégés. Et qu'en tout état de cause, si l'Azerbaïdjan mettait en œuvre ou continue de mettre en œuvre, parce que ceci a déjà commencé, eh bien, ça ne soit pas quelque chose qui concerne que l'Arménie, mais qui concerne l'ensemble de la communauté internationale. Ça, c'est un élément et un enjeu important. Ensuite, il y a bien sûr la nécessité pour chacune et chacun d'entre nous de poser des limites vis-à-vis de M. Aliyev. Parce que si l'Arménie n'est pas une démocratie parfaite, elle est classée au 80e rang mondial au niveau du classement des démocraties, l'Azerbaïdjan, qui est au-delà de la 140e place, est une autocratie, très clairement. Et que donc, dans ce cadre-là, il faut fixer ses limites pour faire de telle sorte que par rapport à la volonté de l'Azerbaïdjan, avec son allié la Turquie qui joue un rôle qui n'est pas en conformité avec finalement ce que la Turquie devrait jouer dans les instances internationales, et je pense notamment par rapport à l'OTAN, puisque nous sommes alliés avec la Turquie au sein de l'OTAN. Eh bien, pour ce qui a trait à la volonté de relier le territoire du Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan par le couloir de Zangezur, eh bien, il y a un objectif et un élément sur lequel nous devons rester très fermes, c'est que le respect des frontières et de la souveraineté donc de l'Arménie est quelque chose qui ne peut pas être négociable et qui ne peut pas être négocié. Et la France et la communauté internationale seront attendues à l'aune de cette ambition et de cet objectif. Et donc le groupe Union centriste votera cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais à Monsieur Hakim Elouli du groupe écologiste Solidarité et Territoires pour une durée de 5 minutes, chers collègues. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le Président Retailleau et le Président Gilbert Luc Devinaz, qui ont été, avec l'ensemble des présidents de groupe, à l'initiative de ce débat, mes chers collègues, dans un mois, nous allons commémorer les 80 ans de l'exécution de Michel Manouchian, survivant du génocide arménien, mort en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Manouchian symbolise à lui seul l'apport immense de la diaspora arménienne à notre pays. Peut-être que l'entrée prochaine au Panthéon de Manouchian pourra amener la majorité sénatoriale et le gouvernement à avoir à l'avenir un regard moins caricatural et plus réaliste sur l'apport inestimable de l'immigration à notre pays. Ainsi, beaucoup de membres de la communauté arménienne, à l'image de Manouchian, ont contribué très largement à faire rayonner la France, sa culture et ses valeurs. La singularité du lien qui nous unit à l'Arménie fait que l'injustice et l'horreur qui s'abattent sur les Arméniens du Haut-Karabakh nous touchent particulièrement. Dans ce territoire, deux logiques s'affrontent. D'un côté, nous avons l'Azerbaïdjan, qui estime que tout soutien aux Arméniens du Haut-Karabakh est une violation de son intégrité territoriale. Et de l'autre côté, nous avons l'Arménie, qui appelle légitimement au respect du droit des peuples à l'autodétermination. Deux principes qui s'affrontent, comme nous l'avons vu au Kosovo, comme nous l'avons vu en Crimée. Mais bien que deux logiques en droit s'affrontent, il n'en demeure pas moins qu'il y a un agresseur et un agressé. Depuis 2016 et la guerre de 4 jours, Bakou n'a de cesse d'attaquer de façon périodique le peuple arménien du Haut-Karabakh. L'offensive du 27 septembre 2020 a eu pour conséquence le massacre de 4000 Arméniens en 44 jours. Le 19 septembre dernier, une nouvelle offensive azérie a une nouvelle fois fait couler le sang dans le Caucase.
Pour paraphraser Charles Aznavour, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. L'objectif derrière toutes ces attaques est tristement limpide. Forcer les populations arméniennes à fuir leurs terres pour survivre, ce qui s'apparente ni plus ni moins à un nettoyage ethnique. Malgré la tragédie qui s'abat sur ce territoire ancestral du peuple arménien, la communauté internationale peine à défendre les victimes du Haut-Karabakh et à imposer une paix durable qui ne porterait pas préjudice au peuple arménien. Une solution politique juste de résolution de ce conflit est rendue d'autant plus complexe par le jeu des différentes puissances régionales qui cherchent à étendre leur influence sur ce qu'elles considèrent être leur précaré. Ajoutez à cela le fait que la dépendance des pays européens aux énergies fossiles tend par la force des choses à aller de pair avec la dépendance politique vis-à-vis des pays qui nous fournissent ces énergies fossiles. En effet, la guerre en Ukraine a considérablement modifié la politique énergétique de l'Union européenne au bénéfice de l'Azerbaïdjan. En juillet 2022, la présidente de la Commission européenne s'est rendue à Bakou pour signer un protocole d'accord pour un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie. Les exportations de gaz vers l'Union européenne depuis Bakou ont augmenté de 40% entre 2021 et 2022. Au regard de ce contexte et de notre dépendance énergétique, notre gouvernement sera-t-il libre demain pour dénoncer les crimes commis contre le peuple arménien par l'Azerbaïdjan? Je l'espère et je le souhaite, Monsieur le ministre. Car il est important que la France retrouve sa voix singulière sur la scène internationale, qu'elle garde comme boussole la défense des droits de l'homme. L'odeur du gaz ne doit pas nous aveugler au point d'oublier de dénoncer les atteintes à la dignité humaine et à la vie du peuple arménien. Enfin, mes chers collègues, ne tombons pas dans le piège de ceux qui voient ce conflit sous le prisme religieux et veulent nous entraîner dans une logique de guerre de civilisation. Alors que les liens religieux, linguistiques, culturels et historiques de l'Iran avec l'Azerbaïdjan sont criants, l'Iran soutient pourtant l'Arménie. De l'autre côté, nous voyons Israël qui fait alliance avec Bakou, qui fournit à l'État hébreu près de 55% de son gaz. Vous voyez bien que ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit de territoire et d'intérêt particulier. Et nous devons, nous, la France, apporter une voix singulière qui remet l'hôtel de ville au sein du village. Monsieur le ministre, nous sommes dans un espace laïque, donc je n'utiliserai pas d'autres métaphores. Monsieur le ministre, pour nous écologistes, il n'y a pas de double standard et d'indignation sélective en fonction de nos émotions, de nos origines ou de nos affinités. Nos valeurs ne sont pas à géométrie variable. Nous pleurons avec les mêmes larmes la mort d'un enfant à Kiev, la mort d'un enfant dans le Haut-Karabakh, la mort d'un enfant à Tel Aviv ou la mort d'un enfant à Gaza. Nous dénoncerons toujours avec la même vigueur toutes les injustices, où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Nous déplorons de ne pas voir la même cohérence chez l'ensemble des responsables politiques. C'est pour toutes ces raisons que le groupe écologiste Solidarité et Territoires a co-signé et votera cette résolution qui j'espère, redonnera dignité et respect au peuple arménien. Merci, chers collègues, merci beaucoup. La parole est désormais au président Ouzoulias pour le groupe communiste pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame l'Ambassadrice, mes chers collègues, lorsque le sultan voit que pendant 3 années, il a pu, grâce au sommeil complaisant de l'Europe, conduire impuni des massacres qui n'ont peut-être pas de précédent dans les derniers siècles de l'histoire humaine, lorsqu'il voit l'Europe se levant dans le premier sursaut de ce réveil tardif, au lieu de se tourner vers les victimes du sultan pour guérir leurs blessures, au lieu de se tourner vers les populations opprimées pour les aider à conquérir leur indépendance, se faire d'abord, pour première démarche, pour première politique, la servante de ses intérêts à lui, il se dit qu'il tient l'Europe dans ses mains, qu'il peut, à son gré, jouer d'elle. Dès maintenant, vous l'avez investi de l'impunité de l'Europe. Ainsi parlait Jean Jaurès, le 15 mars 1897, depuis la tribune de la Chambre des députés, pour dénoncer l'indifférence coupable de l'Europe à la suite des massacres hamidiens. 25 lustres plus tard, poursuivant l'œuvre exterminatrice du sultan rouge, l'Azerbaïdjan a envahi le territoire de la République d'Artsakh et réduit toute sa population à l'exil. En 3 jours, un État a disparu. En 3 jours, des Arméniens ont tout quitté pour ne laisser derrière eux que des infirmes et leurs morts. En 3 jours, de nouveau, dans l'indifférence générale, l'Azerbaïdjan s'est octroyé le droit de redessiner des frontières internationales
et de procéder à un nettoyage ethnique qui a fait 120 000 victimes. De toute antiquité, le Haut-Karabakh a été peuplé quasi exclusivement par des Arméniens. C'est un général britannique qui, le premier, en confia l'administration à un Azéri. Staline, par calcul, fragmenta davantage cette région en rattachant à l'Azerbaïdjan les deux régions autonomes du Haut-Karabakh et du Nakhitchevan. Néanmoins, la loi soviétique du 3 avril 1990 donnait la possibilité aux républiques et aux régions autonomes de faire sécession. C'est dans ce cadre juridique que la République d'Artsakh a proclamé son indépendance, qui a été ratifiée par référendum le 10 décembre 1991. Chers collègues, les frontières de la République d'Artsakh sont des frontières internationales. En acceptant leur violation, nous avons consenti à la primauté de la force sur le droit et fragilisé de facto l'intégrité territoriale de la République d'Arménie. Forte de son impunité, l'Azerbaïdjan exige maintenant une forme de souveraineté sur le Bas-Karabakh et donc sur la province arménienne du Syunik pour progressivement établir une continuité territoriale avec le Nakhitchevan et la Turquie. Si l'Union européenne et les instances internationales laissent impunie l'agression contre la République d'Artsakh, le Syunik sera annexé par l'Azerbaïdjan, comme l'a été le Haut-Karabakh. Pour protéger l'Arménie, il faut sanctionner l'Azerbaïdjan. Monsieur le ministre, il est du devoir de la France de tout mettre en œuvre auprès de ses alliés des pays membres de l'Union européenne et de la Commission européenne pour qu'ils condamnent l'absorption de l'Artsakh et oblige l'Azerbaïdjan au respect intangible des frontières de l'Arménie. Par ailleurs, il est inacceptable qu'Israël, l'Italie, la Bulgarie, l'Espagne, la Tchéquie, la Slovaquie et même l'Ukraine continuent de fournir à l'Azerbaïdjan des armes qu'elle retourne contre le peuple arménien. Ne vendons pas notre honneur contre un plat de lentilles en achetant le gaz et le pétrole azéri en échange de notre silence sur l'asservissement du peuple arménien. Le Parlement européen, par sa résolution du 5 octobre 2023, a demandé à une très large majorité la suspension du protocole d'accord sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie. La France doit maintenant tout mettre en œuvre pour que cette suspension soit effective et pour que les avoirs des dirigeants azéris soient saisis comme le propose la présente résolution. Chers collègues, en rentrant dans cet hémicycle, vous pouvez passer devant le buste d'Auguste Scheurer-Kestner, qui a été sénateur de 1875 à 1899. Pendant près de 25 ans, il a été au sein de notre Assemblée le représentant d'une Alsace annexée par l'Empire allemand. Jusqu'à sa mort, il a entretenu l'espoir du retour, comme ces nombreux Alsaciens et Lorrains qui préférèrent l'exode pour garder leur nationalité française. Cette résolution doit être pour tous les Artsakiotes un message de fraternité et un message d'espoir. Rien n'est jamais définitif et les exils peuvent être provisoires. Sachez que nous demeurerons à vos côtés pour préserver votre droit d'un peuple à disposer de lui-même et à refuser l'asservissement. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est désormais à Monsieur Jean-Noël Guérini pour le groupe RDSE, et ceci pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme l'a dit le président Retailleau, nous sommes réunis pour condamner l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et prévenir toute autre tentative d'agression et de violation de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie. Sans doute avec retard, hélas, l'inquiétude que nous partagions dans cet hémicycle le 25 novembre 2020 pour débattre de la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh a été confirmée par une offensive sanglante de l'Azerbaïdjan. Pour cette séance publique qui nous rassemble, j'aurais pu me contenter de reprendre le discours que j'avais alors prononcé. Je n'y ôterai aucun mot, aucune remarque, rien. Je parlais d'urgence à agir, de devoir moral et d'exigence. Ces mots d'ordre gardent leur force plus que jamais alors que le contexte international a changé et que l'Arménie se retrouve isolée sous surveillance de la Russie et la Turquie.
Je rappelais la fierté qui était la nôtre quand la France avait su reconnaître le génocide arménien du 24 avril 1915. Que reste-t-il, mes chers collègues, de cette fierté? Elle est aujourd'hui submergée par la honte. Oui, mes chers collègues, la honte. Car depuis le 1er janvier de cette année, la République du Haut-Karabakh, après une trentaine d'années d'existence, n'est plus, engendrant l'exil des dizaines de milliers de réfugiés fatigués par la guerre. Une fois encore, une fois de plus, et je dirais une fois de trop. La République d'Arménie et le Haut-Karabakh ont été victimes du cynisme de leurs voisins. Et pardonnez-moi par avance la dureté de l'expression, de la lâcheté collective. Je l'affirme, le Haut-Karabakh et ses habitants ont été sacrifiés dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Oui, ils ont été sacrifiés sur l'autel d'intérêts économiques et géopolitiques. En premier lieu, évidemment, ceux liés à la crise de l'énergie et au jeu subtil de l'Azerbaïdjan, qui a su faire miroiter les avantages de ses réserves de gaz, alors que l'Europe, tentait d'en ficher sa condamnation de l'évasion de l'Ukraine par Moscou. Devrais-je aussi regretter le jeu trouble d'Ankara, d'Erdogan, ravi d'affaiblir toujours plus Erevan? Alors j'avoue ma honte, notre honte collective, la honte de la communauté internationale. Il faut le dire aussi, la honte de l'ONU, oui. Honte à l'ONU, laquelle, chaque jour qui passe, ressemble toujours plus à sa grande sœur, la fameuse Société des Nations, impuissante, engossée dans ses principes, ne bénéficiant comme seule contrainte sur les États que de confiance ou que de la confiance et du droit international. Confiance et droit foulés aux pieds par les dirigeants sans scrupules. Car vous me concéderez, monsieur le ministre, que désormais la confiance et le droit international ne semblent pas peser d'un grand poids face à la volonté expansionniste de dirigeants qui oscillent entre agressivité, bellicisme et populisme en tout genre. Rassurez-vous, je ne m'engagerai nullement dans la lecture d'une liste exhaustive de ces personnalités. Je laisse cette lourde tâche aux juristes et aux diplomates aguerris, le soin et la responsabilité de l'établir. Mais devrions-nous aussi laisser aux historiens la sinistre possibilité d'égrener la longue liste, vous permettez ce mot, de nos lâchetés? Évitons-leur ce triste travail en portant avec fermeté et volonté notre message pour l'intégrité de l'Arménie. Car mes chers collègues, si nous sommes comptables de ce fiasco lourd tribut humanitaire pour les soldats d'abord et la jeunesse arménienne ensuite, qui ont payé de leur sang, de leur vie, les assauts de l'Azerbaïdjan, sachons aussi faire entendre notre voix. Loin d'être purement symbolique, cette résolution permet de réaffirmer un soutien de la France à ce pays qui fait battre le cœur de la démocratie aux marges du Caucase. Dans un monde qui se fracture où les haines attisent les conflits, notre voix doit se faire entendre pour accompagner, aider et soutenir les peuples qui marchent sur le chemin du progrès. Le peuple arménien dont on connaît les souffrances, mais dont on sait aussi la richesse, parce que nous respectons ce pays, parce que nous l'aimons et savons ce qu'il nous a apporté et continuera à nous offrir. Soyons à ses côtés sans état d'âme, et c'est pour cela que le groupe RDSE, dans son unanimité, votera cette résolution. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Madame Nicole Duranton du groupe RDPI pour 7 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer un conflit international douloureux aux répercussions dévastatrices dont les racines s'enfoncent dans un passé lourd et complexe. La première guerre du Haut-Karabakh, achevée en 1994 après plus de 6 années de conflit, a été suivie par une seconde guerre en 2020 qui a duré 1 mois. En décembre 2022,
les forces armées azerbaïdjanaises créent un blocus total dans la région du Haut-Karabakh. Elles ont pris le contrôle du corridor de Latchine et ont progressivement pris en étau la population du Haut-Karabakh, privée d'importation de produits alimentaires et de médicaments, puis faisant face à une pénurie d'essence. Le 19 septembre 2023, l'Azerbaïdjan a violé le cessez-le-feu conclu avec l'Arménie en 2020, en lançant une offensive militaire qui a pris fin le lendemain, le 20 septembre dernier. La rapidité de ce conflit éclair ne doit pas minimiser l'ampleur de ses conséquences désastreuses, notamment géopolitiques. N'oublions pas que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont géographiquement très proches de la Russie et de l'Iran, deux États qui occupent déjà des rôles de premier plan dans d'autres conflits mondiaux. Très courte, cette guerre d'un jour a poussé l'Arménie à ratifier son adhésion à la Cour pénale internationale, une décision prise pour un affront par Moscou. Même si les combats sur le terrain ont cessé, nous devons rester vigilants. L'attaque azerbaïdjanaise a ravivé des tensions anciennes dans le Caucase, une région peuplée d'anciennes entités soviétiques. Par son offensive militaire, l'Azerbaïdjan a bafoué le droit à l'autodétermination du peuple arménien, principe garantissant son intégrité et sa sécurité. Par son agression, l'Azerbaïdjan a également révélé des intentions génocidaires et une volonté d'épuration ethnique. Outre les velléités de conquête territoriale de l'Azerbaïdjan, il s'en est pris au riche patrimoine culturel et religieux arménien, comme pour effacer toute trace de l'existence du peuple arménien dans la région du Haut-Karabakh. La présente proposition de résolution rappelle que toutes ces atteintes au peuple arménien constituent un crime contre l'humanité au regard du droit international. Ces atteintes à l'intégrité du peuple arménien sont intolérables. Nous condamnons unanimement l'offensive militaire menée par l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh. Nous demandons tous à ce que le droit international et l'intégrité du peuple arménien soient respectés. C'est en vertu de ces principes et au regard de la tragédie qui s'est déroulée au Haut-Karabakh que cette proposition de résolution transcende les clivages partisans. Dans un contexte où l'attention internationale est captivée par des crises majeures au Proche-Orient, en mer Rouge ou encore en Ukraine, il est impératif de rappeler le déroulé des événements tragiques du Haut-Karabakh et de mettre en lumière le soutien continu de la France à la population arménienne touchée par ce conflit. En toute situation, la France s'engage aux côtés des populations civiles injustement affectées par les conflits armés. En raison de l'opération militaire azerbaïdjanaise, près de 2/3 des 120 000 habitants du Haut-Karabakh ont été contraints de fuir. Parmi eux, 30 000 enfants ont subi la guerre. Ces personnes sont devenues du jour au lendemain des réfugiés dans une situation de grande détresse. La majorité d'entre elles trouvent refuge en Arménie. L'Arménie est débordée par l'afflux massif de réfugiés et dépassée par la tragédie humanitaire qui l'accable. La France va continuer de la soutenir, notamment grâce à l'aide d'urgence de 15 millions d'euros votée par le Parlement le 30 novembre 2023. Ce nouvel effort porte la contribution française à 27,5 millions d'euros pour l'année 2023. Ce soutien s'accompagne par des efforts de solidarité de la société civile et des collectivités territoriales françaises en faveur de la population arménienne et des réfugiés. Ces réfugiés ont été pris au piège dans l'enclave du Haut-Karabakh et ils y ont enduré des souffrances inimaginables. Les populations déplacées doivent pouvoir retourner chez elles en toute sécurité. Pour cela, il est essentiel de respecter strictement l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Arménie, comme le stipule clairement la proposition de résolution. Nous exigeons également la libération inconditionnelle des prisonniers de guerre. Nous pensons notamment aux autorités politiques démocratiquement élues du Haut-Karabakh, injustement détenues. Après avoir bafoué le droit international et l'intégrité du peuple arménien, il est maintenant temps que les responsables azerbaïdjanais répondent de leurs actes devant la justice et fassent face aux sanctions appelées par cette résolution. Ce texte appelle une réponse robuste de la France et de l'Union européenne et de la communauté internationale. Il nous invite collectivement à défendre les principes du droit international, du droit humanitaire et du droit à l'autodétermination des peuples.
Ces droits et toutes les valeurs qu'ils contiennent sont des fondements essentiels pour nos démocraties. Ils contribuent à la stabilité de l'Union européenne et de son voisinage. Leur respect est la seule voie possible vers une paix durable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de résolution et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste pour 4 minutes. Mes chers collègues, Madame la Présidente, notre débat justement initié par nos présidents Retailleau et Devinaz pourrait paraître décalé au vu des récentes négociations qui ont été entamées. Pourtant, cette avancée diplomatique ne doit pas cacher les tensions qui restent prégnantes dans la région. Le risque d'invasion du sud de l'Arménie ne s'est pas évaporé et le sort réservé aux intérêts arméniens reste préoccupant. La préservation de la souveraineté nationale de ce petit pays du Caucase doit rester notre priorité. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale a conduit à la mise en place collective d'instances internationales de régulation permettant en principe de favoriser, voire de garantir la résolution pacifique des conflits, y compris territoriaux. 40 ans plus tard, à la fin de la guerre froide, lorsque résonnaient les notes de Bach sur le violoncelle de Rostropovitch au checkpoint Charlie, c'était l'espoir de l'apaisement qui nous animait. Ce moment fut bref, parce que les tensions ont repris. Ces tensions, aujourd'hui, sont extrêmement douloureuses. Depuis quelques années, nous assistons à une escalade délétère. Mes chers collègues, je nous exhorte à ne pas nous y habituer. Je nous souhaite de toujours porter haut l'étendard de la paix face à une forme de fatalisme belliqueux. L'élimination ethnique, qui est, rappelons-le, la forme la plus extrême de la violence entre humains qui a eu lieu en Arménie, ne peut être tolérée. La solution monstrueuse qui a été imaginée par l'Empire ottoman doit être dénoncée. L'indolence occidentale lors du génocide arménien de 1915 doit être reconnue. C'est cela que permet aussi cette PPR. Nommer les choses, mettre en exergue un conflit qui est depuis trop longtemps souvent invisible et qui s'est transformé dans le Haut-Karabakh en épuration ethnique territoriale. On dit du peuple arménien, Madame l'ambassadrice, que je tiens à saluer, on dit du peuple arménien qu'il est résilient. Souvent, il est comparé à un phénix qui renaît de ses cendres. Cette image est vraiment sujette à caution dans la mesure où elle nous donnerait trop facilement une bonne conscience. Car lorsqu'elles ne sont pas sous les feux des médias, que la communauté internationale ne s'élève pas, les puissances belligérantes, portant souvent une vision impérialiste, peuvent avoir le sentiment que leurs actions seront exemptes de toute impunité. C'est le cas dans de trop nombreuses régions du monde. Les menaces sur Taïwan, l'instabilité politique au Yémen, par exemple, n'ont pas suscité de grands émois médiatiques. Quant à l'Ukraine, elle s'efface petit à petit de nos infos devant le nouveau conflit israélo-palestinien ou au profit de l'actualité interne. Pourtant, ce qui se passe dans notre pays est nécessairement influencé, Monsieur le ministre, par le reste du monde et inversement. La montée des nationalismes est inquiétante. Elle favorise les revendications territoriales et l'extrémisme, qui est le vecteur naturel de la conflictualisation des relations. Dans notre pays, les tendances nationalistes sont en train de nous submerger. Ces idées mortifères ne sont plus réservées à l'extrême droite, puisque, Monsieur le ministre, le gouvernement en reprend parfois des éléments de langage, y compris pour alimenter ses propres choix politiques, et je pense à la loi immigration. Or, à l'aube d'une élection européenne, ces phénomènes de division, de fracturation, d'attisement des tensions devraient être dénoncés par l'ensemble de l'Europe. La banalisation des phénomènes violents doit être refusée. Cela pose d'ailleurs la question de la place de nos organisations européennes, mais aussi internationales, et donc de leur capacité à peser dans la résolution pacifique des conflits de ce monde. Les élections européennes doivent être l'occasion de réaffirmer notre responsabilité en ce domaine. Notre conception du droit international doit primer sur les nouveaux rapports de force qui nous sont imposés dans une logique d'impunité. Chers collègues, je terminerai, Madame la Présidente. Mes chers collègues, le débat qui nous anime aujourd'hui ne doit avoir qu'un seul but, permettre l'avènement d'une humanité réconciliée. Aussi, permettez-moi de vous livrer la pensée de cet écrivain arménien, William Sorayan. On ne peut
qu'essayer de détruire l'Arménie. On ne peut qu'essayer de détruire l'Arménie, car il suffirait que deux Arméniens se rencontrent n'importe où dans le monde pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. Nous voterons cette résolution. Merci, Monsieur le Président. La parole est désormais à Monsieur Pascal Alizard du groupe Les Républicains pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au carrefour des civilisations, le Caucase, la montagne des langues, est riche de sa diversité culturelle, religieuse, linguistique et ethnique. La région a connu au fil des siècles une histoire mouvementée qui n'est pas sans lien avec les événements récents que nous condamnons. La période soviétique a garanti une certaine stabilité, mais au prix d'un verrouillage sécuritaire strict. Je rappelle par exemple qu'Heydar Aliyev, le premier président de l'Azerbaïdjan indépendant, avait été général du KGB. Elle a néanmoins complexifié la situation locale et n'a pas pu empêcher les premières tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, lesquelles ont ensuite dégénéré en conflits gelés, ponctués d'escarmouches et d'affrontements ouverts. Les séquelles de l'effondrement brutal de l'Union soviétique ont laissé des traces. Le lent retour de la Russie dans ce qu'elle considère toujours comme son étranger proche s'opère en force à l'égard d'États indépendants. Ce fut le cas en Géorgie, de même en Ukraine. Après 2008, l'Azerbaïdjan, qui s'était rapidement rapproché des Occidentaux et enrichi par le pétrole et gaz de la Caspienne, a bien reçu le message russe en revenant à de meilleurs sentiments vis-à-vis de Moscou. À qui voulait l'entendre, les Azerbaïdjanais n'ont jamais fait mystère de leur volonté de mettre à profit cette richesse pour améliorer le sort de leurs déplacés et récupérer au besoin militairement les territoires qu'ils considéraient perdus en 1994. Un pari de long terme gagnant finalement face à l'Arménie, privée de ressources naturelles, lâchée par les Russes et qui s'enfonçait dans la crise économique, exclue de fait du boom énergétique de la Caspienne. Le retour en force des ex-empires comme la Turquie, liée culturellement à l'Azerbaïdjan, et la Russie, en quelque sorte désinhibée dans l'usage de la force et la violation du droit, a facilité les récentes actions militaires azerbaïdjanaises. Cette guerre instrumentalisée devient une nouvelle zone de friction entre occidentaux que nous sommes et partisans d'un nouvel ordre mondial basé sur la dictature. Alors que faire dans ce conflit dans lequel les belligérants s'opposent aussi à coups d'études historiques censées démontrer l'antériorité d'une présence sur une autre? Certes, il faut condamner les exactions, jugées inacceptables de tels comportements d'État qui ont des obligations au regard du droit international et humanitaire. Soutenir bien évidemment les populations civiles victimes de ces événements, de cette guerre, faire cesser aussi la destruction méthodique du patrimoine historique. C'est ce que propose le texte de la résolution débattue aujourd'hui. Rappelons-nous que depuis longtemps, la France n'a pas ménagé sa peine. Je souligne notamment l'implication personnelle forte, ça remonte à quelques années, du président Chirac et de la diplomatie française. Les travaux aussi dans le groupe de Minsk de l'OSCE pour un règlement pacifique du conflit. Le président Poncelet au Sénat avait aussi multiplié les initiatives avec ses homologues des parlements du Sud-Caucase. C'est en fait une époque où la France pouvait encore parler à tout le monde et avoir une position équilibrée. Il me semble que depuis, les choses ont changé au Caucase comme ailleurs. Notre capacité d'action s'est restreinte. Nous ne sommes en fait plus trop audibles. En déplacement récent à Erevan, j'ai pu assister à la présentation aux membres de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE du plan de paix du Premier ministre arménien. Je me suis aussi entretenu avec notre ambassadeur de France et l'attaché de défense dont le poste vient tout juste d'être créé. Ça mérite
d'être souligné et qui marque en quelque sorte un nouveau soutien de la France à l'Arménie dans le domaine de la défense, coopération militaire, livraison de matériel dans un but défensif. Avec l'Azerbaïdjan, bien évidemment, les relations se sont passablement dégradées. Les présidents azerbaïdjanais Heydar Aliyev puis son fils Ilham Aliyev avaient pourtant choisi la France comme destination de leur première visite officielle à l'étranger. L'Azerbaïdjan est membre aussi du partenariat oriental de l'Union européenne, dont les parties sont notamment engagées à défendre les valeurs fondamentales qu'ils partagent, comme le renforcement de la démocratie et de l'état de droit ou la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Azerbaïdjan est aussi, comme la Russie, un État participant à l'OSCE, organisation dont la raison d'être est la diplomatie préventive, la résolution pacifique des différends, voire le désarmement. Aujourd'hui, on s'expulse réciproquement des diplomates et chacun constate avec le temps le décalage finalement entre les discours et les actes. Les exportations de produits énergétiques azerbaïdjanais vers l'UE devraient continuer à se faire, voire à croître. Les énergéticiens européens ont des intérêts directs dans la Caspienne et leurs concurrents russes ou chinois ne seraient en fait pas trop fâchés de les remplacer. Quelles seraient les alternatives d'approvisionnement pour les Européens alors qu'ils sont déjà coupés d'une partie de la production russe? Se mettre davantage dans les mains de l'Algérie, du Qatar ou des États-Unis, on s'aperçoit que sur ce point-là, il n'y a pas de solution idéale. Enfin, nous savons par expérience d'autres conflits le peu de portée pratique des sanctions européennes habituelles. Alors, au-delà de la seule condamnation des actions azerbaïdjanaises, vous l'aurez compris, je soutiens vaillamment la proposition de résolution présentée et vous appelle à la voter. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et pour terminer ce débat, je donne la parole à Monsieur le Président du groupe d'amitié France-Arménie, Monsieur Gilbert Luc Devinaz, pour 5 minutes au nom du groupe socialiste, écologique et républicain. Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, son Excellence, madame l'ambassadrice, chers collègues, la diplomatie parlementaire est précieuse. Elle permet à des élus d'échanger en toute bienveillance, de partager leurs espoirs, leurs doutes et leurs angoisses. Je crois que nous y contribuons activement avec mes collègues au sein du groupe d'amitié France-Arménie du Sénat que j'ai l'honneur de présider. Notre groupe est l'un des plus actifs de la Haute Assemblée grâce à l'engagement extraordinaire de tous ses membres que je salue. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement le président Gérard Larcher pour soutenir toutes nos initiatives. Je voudrais saluer l'engagement sincère et l'aide efficace du président Bruno Retailleau. J'exprime enfin ma reconnaissance aux présidentes et présidents de l'ensemble des groupes politiques du Sénat qui ont accepté de co-signer ce texte, faisant la démonstration par cette belle unanimité que la cause arménienne dépasse les clivages politiques. Parce que la cause arménienne renvoie à l'universel, à la défense des droits de l'homme contre le funeste projet génocidaire de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, à la défense de la démocratie contre la dictature, à la défense de l'ordre international et de la diplomatie contre l'emploi de la force et le retour des logiques de puissance. Je le disais il y a un instant, la diplomatie parlementaire a parfois une longueur d'avance sur la diplomatie officielle grâce aux liens de confiance, de fraternité qui se tissent entre les parlementaires. Grâce à ces liens, nos amis députés arméniens nous ont livré avec une grande franchise leurs réflexions sur la situation de leur pays. À plusieurs reprises, notamment en 2019, ils nous ont alertés sur le risque d'une agression militaire. Leurs craintes étaient fondées. Nous les avons relayées auprès des autorités françaises, mais elles n'ont pas toujours été entendues, en tous les cas, pas assez tôt. C'est donc avec une certaine solennité le devoir moral de témoigner du sentiment d'urgence absolue exprimé par nos collègues parlementaires arméniens que je défends cette résolution. Elle fait suite à l'offensive militaire par l'Azerbaïdjan en septembre dernier, en violation de l'accord du cessez-le-feu.
En apparence, le contexte aurait évolué ces dernières semaines avec la libération de 32 prisonniers et la volonté d'afficher des deux pays de trouver une voie vers la paix. Nous soutiendrons bien sûr toute initiative allant dans ce sens d'une paix équitable et sincère. Il y a cependant pas moins l'absolue nécessité de dénoncer ce qu'ont vécu et ce que vivent encore aujourd'hui les 120 000 Arméniens d'Artsakh. Après plus de 10 mois d'un blocus qui les a privés de tout, ils ont été contraints tous de quitter leurs terres et leurs maisons. Ce que notre ancienne ministre des Affaires étrangères a qualifié d'épuration ethnique a en réalité toutes les caractéristiques d'un véritable projet génocidaire. Comme l'exode contraint n'était pas suffisant, le président Aliyev est venu piétiner leur drapeau et effacer toute trace de leur présence à Stepanakert, en détruisant le patrimoine arménien, en rebaptisant les rues du nom des auteurs du génocide de 1915, actes odieux qui nous ont glacé le sang. Aujourd'hui, souhaitant faire acter cet état de fait, acquis par la violence illégitime, l'Azerbaïdjan dit vouloir faire la paix. Cela revient à entériner l'annexion du Haut-Karabakh et l'épuration ethnique qui s'en est suivie. Nous ne pouvons nous y résoudre. C'est le sens de la résolution qui vous est présentée. Premièrement, elle condamne l'offensive militaire de septembre, condamnation dont il devrait logiquement résulter l'application d'un régime de sanctions au niveau européen et international. Deuxièmement, elle appelle à la libération immédiate des autorités politiques démocratiquement élues du Haut-Karabakh et de tous les prisonniers. Troisièmement, elle souligne l'impérieuse nécessité de garantir aux populations arméniennes du Haut-Karabakh un droit au retour en toute sécurité. Quatrièmement, la résolution alerte sur les menaces qui pèsent sur le patrimoine arménien au Haut-Karabakh. Enfin, l'Arménie doit avoir les moyens de se défendre pour prévenir toute nouvelle tentative d'agression et de violation de son intégrité territoriale. C'est tout le sens, me semble-t-il, de la coopération militaire mise en place cet automne entre nos deux pays. Ne rien lâcher, résister, malgré les menaces, les peurs et le désespoir. Alors que Missak Manouchian rentrera dans quelques semaines au Panthéon pour avoir défendu les valeurs de notre République et de la France, nous nous devons à notre tour de défendre la République d'Arménie et les valeurs démocratiques qu'elle incarne dans cette région tourmentée du Caucase au voisinage de l'Europe. Merci à toutes et à tous de soutenir cette résolution. Merci, Monsieur le Président. La parole est désormais à Monsieur le Ministre, Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Qui est très présent ce début de session. Oui, Madame la Présidente, après je commence une fidélité au Sénat. Madame la Présidente, Monsieur le Président Retailleau, Monsieur le Président Dovinas, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame l'ambassadrice, ça fait plaisir de se voir ici. La proposition de résolution examinée aujourd'hui par votre Assemblée porte sur un enjeu vital pour la France et un enjeu vital pour l'Europe. Quel enjeu ? Assurer une paix durable et juste dans le Sud-Caucase, dans le respect des principes du droit international. L'engagement de la France aux côtés de l'Arménie en faveur d'une paix durable et inconditionnelle, entier et constant, selon les termes du président de la République. La question que vous posez à travers ce projet de résolution transpartisane est celle de la concrétisation de notre solidarité aux côtés de l'Arménie. Alors vous le savez, et d'ailleurs vous l'avez dit les uns et les autres, aucun autre pays que la France ne fait autant pour l'Arménie. Nous assumons nos responsabilités. Nous avons condamné l'exode forcé des Arméniens du Haut-Karabakh provoqué par l'Azerbaïdjan sous le regard complice de la Russie. Notre condamnation, elle a été accompagnée d'une action résolue. Et permettez-moi de rappeler les grandes lignes de notre action à la mesure de l'émotion suscitée par cette tragédie. Notre réponse, elle se décline en 4 axes. Un soutien humanitaire, une réponse politique,
un renforcement de notre relation bilatérale et une action européenne. Premièrement, donc, notre soutien humanitaire. Nous avons renforcé notre assistance à l'Arménie, aux réfugiés du Haut-Karabakh. Nous avons triplé dès le premier jour et qui ont suivi le 19 septembre. Avec notamment, nous avons porté de 29 millions d'euros en 2023. Et je salue d'ailleurs le vote du Parlement d'une aide d'urgence supplémentaire de 15 millions d'euros. Nous appuyons ainsi l'action du CICR, de la Croix-Rouge arménienne, des agences des Nations Unies. Ces moyens permettent également d'accueillir et de prendre en charge socialement et médicalement une aide particulière aux plus vulnérables de cette crise. Une aide médicale d'urgence également a été remise aux autorités arméniennes et plusieurs grands brûlés ont été pris en charge par des hôpitaux français. Ce soutien, l'État le porte pas seul, la société civile. Et ici au Sénat, je tenais à remercier l'ensemble des collectivités territoriales qui ont également été au rendez-vous, il faut le dire, de cette cause. Je tiens à saluer devant vous leur mobilisation humanitaire et financière. Deuxièmement, notre réponse est aussi politique. La France a été aux avant-postes de la mobilisation internationale. Nous avons agi aux Nations Unies et 3 réunions du Conseil de sécurité se sont tenues à l'initiative de la France. La première s'est d'ailleurs tenue au lendemain de l'offensive azerbaïdjanaise. Nous le disons clairement, l'avenir de l'Arménie et les négociations de paix ne doivent pas être déterminés par la force et la menace. Le 5 octobre, à Grenade, en marge du sommet des communautés politiques européennes, le président de la République a marqué, aux côtés du Premier ministre arménien, du chancelier allemand, du président du Conseil européen, notre soutien indéfectible à l'indépendance, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'inviolabilité également des frontières de l'Arménie. Je veux redire ici notre extrême vigilance s'agissant de leur respect. Le président de la République a reçu le Premier ministre Pachinian le 9 novembre à Paris pour marquer sa solidarité, sa solidité et la solidité de notre engagement plein et entier aux côtés des Arméniens et du peuple arménien et pour évoquer les voies et les moyens de ce renforcement. Troisième point, notre soutien passe par un renforcement de notre relation bilatérale. Les actes très concrets sont là. La France a donné son accord à la conclusion de contrats pour des livraisons de matériel militaire. L'Arménie doit pouvoir protéger sa population et son territoire. La France continuera à agir dans ce domaine dans un esprit de responsabilité et sans aucun esprit d'escalade. Dans la même logique politique, nous renforcerons notre présence dans la région avec l'ouverture prochaine d'une agence consulaire et nous continuerons à appuyer le développement de projets d'infrastructures dans les domaines stratégiques tels que les transports, l'énergie et l'eau. Quatrième point, notre soutien passe par l'Europe. Il y a eu une prise de conscience, même si elle était tardive au cours de ces derniers mois. Il y a aujourd'hui un consensus européen pour bâtir un plan de soutien à l'Arménie, indépendante, souveraine et démocratique. Le Conseil européen a demandé, lors de ses réunions des 26 et 27 octobre, aux institutions de travailler au renforcement des relations entre l'Union européenne et l'Arménie dans toutes leurs dimensions. À la demande de la France, le Conseil des affaires étrangères a décidé d'accroître les effectifs de la mission civile d'observation de l'Union européenne en Arménie. Il s'agit de renforcer pour nous la présence européenne sur les points sensibles de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. De plus, des discussions sont en cours pour que l'Arménie bénéficie d'un soutien au titre de la Facilité européenne pour la paix, là encore, à l'initiative de la France. Cette initiative, espérons qu'elle puisse progresser. Ce sont des avancées essentielles dont nous nous félicitons. Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à faire bouger les lignes. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la conviction de la France est inchangée. Seul un processus négocié et pacifique apportera la paix pour les populations dans le Sud-Caucase.
La France souhaite que les négociations se poursuivent pour normaliser les relations entre les deux États. Elle apporte tout son soutien aux discussions et aux efforts de médiation à la fois européens et américains. Il est important que l'Azerbaïdjan lève toute ambiguïté sur le respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nous souhaitons que le Caucase et le Sud-Caucase soient un espace de paix et de coopération avec toutes les frontières ouvertes. Ce serait un signal très fort, y compris pour nos relations avec les pays de la région. Des gestes de bonne volonté, d'ailleurs, réciproques ont été faits par les deux pays en décembre dernier, notamment avec la libération des détenus. C'est un signal positif, mais insuffisant. Espérons que ces annonces constituent un premier pas vers la résolution d'une situation des prisonniers et détenus que vous avez toutes et tous évoquée. Ma conviction est aussi qu'une paix juste et durable est possible uniquement dans le respect du droit international, de la souveraineté et l'intégrité territoriale, de l'inviolabilité des frontières des deux États. Nous serons intransigeants sur ce respect-là, de ces grands principes. Aussi, l'Azerbaïdjan doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de punir des actes de dégradation, de profanation du patrimoine culturel et religieux, funéraire également arménien. Les graves événements de l'automne ont servi à réveiller les consciences de beaucoup d'Européens. Pour beaucoup, ils voyaient le Sud-Caucase comme un conflit lointain. Non, cela nous concerne tous. Il s'agit du respect du droit. Il s'agit d'une population entièrement déplacée et menacée sur un État souverain, l'Arménie. Il s'agit d'une démocratie menacée. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, telle est la ligne de conduite de la France. Avec constance et exigence, nous travaillons à la paix et soutiendrons tous les efforts sincères en faveur de cette paix. Nous défendrons le droit international. Nous nous tiendrons aux côtés du peuple arménien et des Arméniens du Haut-Karabakh. Notre action continue et s'amplifiera dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution et le Sénat a été saisi d'une demande de scrutin public à l'initiative du président Retailleau et du groupe Les Républicains. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter. C'est bon, le scrutin est clos. Et avant de vous donner les résultats, je voudrais féliciter tout le monde pour la qualité de ce débat tout à fait passionnant et digne. Résultat du scrutin, votant 339, exprimé 337, pour 336, contre 1. La résolution est donc adoptée.
Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre, pour votre présence et vos conclusions. Chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale, qui est présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution par Madame Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues. C'est une demande du groupe du Rassemblement démocratique, social et européen, et qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à Madame la ministre. Dans la discussion générale, la parole est justement à Madame Delattre.